Un âne dans la maison par Gina Ruck-Poquet aux Bibliothèques Rose. Un âne dans la maison. Texte français de Michel K. Illustration de Marie Chartrain aux éditions Hachette. En 1978. Table des matières. Ce livre sera lu en plusieurs parties. Partie 3. Chapitre 6. Grison s'enfuit. Le lendemain matin, de bonne heure, le père entra dans la chambre. « Je l'emmène en bas, dit-il. Naturellement, vous ne l'avez pas entendu crier cette nuit. »« Non, » avouèrent Benjamin et Cricket. « À qui voulez-vous donner cet âne ?» demanda le père. « À qui nous voulons le donner ?» Benjamin ne comprenait pas. « Tu vois bien que tu ne peux pas le garder. »« C'est mon âne, dit Benjamin. Je l'emmène dans un endroit où il pourra courir et brouter de l'herbe. Mais je ne le donnerai à personne, jamais. » Son père le regarda. « D'accord, dit-il enfin. Arrange-toi comme tu voudras. Mais je te préviens d'une chose, je ne veux plus rencontrer cet animal ici. » Il attrapa Grison et le traîna dans l'escalier. « Rappelle-toi, dit-il alors, que les ânes aussi ont le droit de mener la vie qu'ils aiment. » Puis il les laissa. Accompagnés de l'âne, Benjamin et Cricket marchèrent dans la rue. « Tout compte fait, dit Cricket, ton père est très chouette. » Benjamin le savait. « Hé !» s'écria-t-il soudain. « J'ai encore mes 30 centimes dans la poche. On pourrait aller s'acheter du chewing-gum au magasin du coin. »« Et Grison ?» demanda Cricket. « Pas de problème. » Benjamin glissa une pièce de 10 centimes dans un parcomètre et ils y attachèrent son âne. « À tout de suite, dit-il. » Lorsqu'ils revinrent, ils trouvèrent une foule de gens rassemblés autour de Grison. Il y avait même un gendarme. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-il au garçon. « Qu'est-ce que ça doit signifier ?» répliqua Cricket en colère. « Toujours ces questions stupides. Nous avons mis une pièce tout de même. »« Vous êtes devenu complètement fou, » dit le gendarme. « Un âne, ce n'est pas une auto, c'est interdit. »« Pourquoi ?» demanda Benjamin. Le gendarme ne trouva rien à répondre. Il réfléchit. « Parce que c'est dangereux, » dit-il enfin. Ils détachèrent Grison et partirent. « Quelle idiotie !» dit Benjamin. « Ils laissent les autos en liberté et ils font comme si Grison était un lion féroce. » On pouvait entrer par l'arrière de la cour de l'école. Il y avait une petite porte rouillée qu'on ne fermait jamais. Grison se mit à courir et ils le regardèrent plumer les arbustes. « Ça lui plaît, dit Cricket. Tu aimes aussi Grison maintenant, n'est-ce pas ?» demanda Benjamin. Cricket se souvint que la veille, il avait chanté une berceuse au petit âne. « Viens, dit-il, il peut rester tout seul ici pendant un moment. Allons voir si notre auto-tandem est toujours là. » En fait, Benjamin ne se souciait guère de l'auto-tandem. Mais pour Cricket, c'était une chose importante. Et Cricket était son ami. Alors, Benjamin l'accompagna vers l'auto-tandem. Il était toujours là, intact. Mais lorsqu'ils revinrent, ils trouvèrent la porte de la cour, grande ouverte, et Grison, envolé. « Toi et ton maudit auto-tandem » cria Benjamin. « Toi et ton maudit âne » riposta Cricket. Ensemble, ils se mirent à courir dans la rue en appelant Grison. « Grison ! Grison ! Grison !» Il serait toujours temps de se disputer. « Tu cherches ton petit chien ?» demanda à Benjamin une dame qui poussait une voiture d'enfant. « Non, répondit-il, mon âne. »« Espèce de petit effronté !» cria la dame en le menaçant de la main. « Voyou !» Benjamin ne comprenait pas ce qu'il avait pu lui faire. Du côté de Cricket, ça n'allait pas mieux.
Comme il demandait à un monsieur si par hasard il n'aurait pas aperçu un âne, ce monsieur lui jeta un regard furibond et ne lui répondit même pas. Apparemment, les gens pensaient que les garçons se moquaient d'eux. Benjamin et Cricket parcoururent tout le quartier. On aurait dit que Grison s'était évaporé. « Il a dû se faire prendre, » dit Cricket. « Ce n'est plus la peine de chercher. » Dans la gorge de Benjamin, il y avait comme une balle de ping-pong. Benjamin savait ce que c'était. Ça signifiait qu'il allait bientôt pleurer. D'ailleurs, c'est midi, constata Cricket. « Tu dois rentrer, » demanda Benjamin. « Moi non, dit Cricket. Je ne vois mon père que le soir. Mais toi, viens avec moi, pria Benjamin. S'il te plaît. D'accord, dit Cricket. Il lui donna un coup de poing affectueux dans l'épaule. Ils grimpèrent les marches de l'escalier. Benjamin avait les jambes lourdes et l'estomac comme une grosse pierre. Il sonna. La porte s'ouvrit et ils se trouvèrent en face du petit âne. « Grison !» s'écria Cricket. Benjamin resta muet. Subitement, des larmes se mirent à couler sur son visage. C'était idiot, bien sûr, de pleurer alors que Grison était retrouvé, mais Benjamin n'y pouvait rien. Son père le regardait sans dire un mot. Et comme personne d'autre ne parlait, il y eut un grand silence. « Comment est-il revenu ici ?» demanda enfin Benjamin. « Nous l'avons tellement cherché. »« Quelqu'un l'a trouvé dans la rue et nous l'a amené, » dit maman en donnant un morceau de sucre à Grison. « Pauvre bête !»« Ce n'est pas une pauvre bête, » protesta Benjamin, qui s'essuyait le visage du revers de la main. « C'est ce que tu t'imagines, pensa-t-il soudain. Grison est tout de même une pauvre bête. Il n'a pas d'endroit à lui. » Gilles Cordier prétendait que chaque être humain avait besoin d'un refuge. S'il en était de même pour les ânes. Grison souffrait sûrement. Au fond de lui-même, là où se cachait son âme, ou son âne intérieur, ou quelque chose comme ça. Telles étaient les pensées de Benjamin. « Vous m'avez raconté que vous aviez trouvé un endroit où mettre l'âne, » dit papa. Il était de mauvaise humeur. Benjamin s'en aperçut au ton de sa voix. « Mais nous ne l'avions trouvé, » répliqua vivement Cricket. « C'était une grande cour avec de la verdure tout autour. Et à qui appartient-elle » Les garçons se regardèrent. À qui appartenait la cour de l'école ? À la ville, déclara soudain Benjamin. La ménagerie a téléphoné, dit papa. Ils veulent prendre l'âne. Non, cria Benjamin. Grison est mon âne. Je ne leur donnerai pas. Réfléchissez bien, conseilla le père. Vous savez où se trouve la ménagerie. Je descends Grison. Une fois de plus, les garçons et le petit âne se trouvèrent dans la rue. La cour de l'école, dit Cricket, c'est pas une bonne solution. N'importe qui peut ouvrir la porte. Je sais bien, répliqua Benjamin, qui réfléchissait. Allons dans les rues où il y a des maisons avec des petits jardins. Nous finirons bien par trouver quelqu'un qui nous permettra d'y laisser Grison. Il suffit de demander. Et en attendant, demanda Cricket, tu veux le laisser à la consigne ? Ils pensèrent soudain à la petite remise qui se trouvait dans la cour de la maison. Grison n'abîmera certainement pas les quelques bicyclettes tordues, affirma Benjamin. Monsieur Larue n'était pas visible, ni de près ni de loin. Ils menèrent donc le petit âne dans la remise. « Sois gentil, » lui dit Benjamin, « ça ne durera pas longtemps. » Ils filèrent à toute allure et sonnèrent aux portes des gens qui possédaient un jardin. C'était renversant. Aucun d'eux n'accepta de prendre un âne dans son jardin. « Vous êtes devenu complètement fou, disaient les gens. C'est une blague ou quoi ?» Seule une petite fille fut enchantée par cette proposition.
Mais bêtement, elle avait une mère qui déclara que l'âne mangerait toutes les fleurs. Il faudrait peut-être vite aller voir Grison, dit Benjamin. Nous continuerons plus tard. Chapitre 7. Un nouveau malheur. Ce jour-là, précisément, Madame Lebrun se souvint de sa bicyclette. Elle décida de la nettoyer. Elle traversa donc la cour, ouvrit la porte de la remise et se trouva nez à nez, ou plutôt nez à poitrine, avec Grison. Madame Lebrun poussa un strident hurlement et battit en retraite. Des fenêtres s'ouvrirent et Monsieur Larue apparut. « Encore ce maudit âne, dit-il. » À l'étage supérieur, Monsieur Fabre ouvrit la fenêtre. « Oh non !» gémit-il en se cachant pendant quelques secondes les yeux avec sa main. « Viens !» dit la maman de Benjamin. Ils descendirent. Les autres locataires les rejoignirent dans la cour. Grison se promenait en liberté. « Ma femme a subi un choc nerveux !» cria Monsieur Lebrun. Madame Lebrun tremblait. « Il a mordu les pneus de ma bicyclette !» se plaignit le vieux monsieur Charpentier. « Maintenant, il faut tout de même que je dise. » Et chacun d'eux parla en termes à peu près identiques. Benjamin et Cricket surgirent alors que le tohu-bohu battait son plein. « Les voilà !» cria Madame Lebrun, comme si elle venait de découvrir deux malfaiteurs criminels recherchés depuis longtemps. « Je vous ai pourtant dit qu'il était interdit de garder des animaux dans la maison, lança Monsieur Larue. Mais Grison n'est pas dans la maison, répliqua Benjamin. Toi, tais-toi, cria Monsieur Lebrun. S'il n'a pas le droit de parler, il ne peut pas se défendre, intervint la maman de Benjamin. Benjamin parla de la cour d'école et des petits jardins. Puis Gilles Cordier prit la parole. Il dit qu'aucun être humain ne pouvait s'épanouir dans la société actuelle, mais que tous les progressistes devaient s'employer à empêcher les enfants de souffrir de dommages causés par des structures répressives. Les gens écoutèrent attentivement. À la fin du discours, chacun regarda son voisin pour voir s'il avait compris quelque chose. Aucun ne dit mot sauf Olivier Florian qui, avec gentillesse, essaya de débrouiller la situation. « Je crois, dit-il, que nous devons trouver ensemble ce qu'il faut faire. Voici deux enfants attachés à un petit âne et affrontés à 1000 difficultés. Et ils se cognent sans cesse à des murs, comme si le monde entier était une pierre. » Les gens comprirent mieux ce langage. Même Madame Lebrun parut touchée. « Nous trouverons un endroit, dit Benjamin. Il nous faut qu'un peu de temps. » Les locataires échangèrent leurs réflexions et ils parvinrent à la conclusion que, pour l'instant, l'âne pouvait rester dans la cour. Bien que, ajouta Monsieur Larue, je risque de perdre mon emploi. Les garçons se donnèrent joyeusement des tapes sur l'épaule. Papa chuchota quelque chose à l'oreille de maman. « Nous partons demain, dit-il à haute voix, avec l'âne. »« Où partons-nous » demanda Benjamin à sa maman. « Il faut retourner chez ta grand-mère, répondit-elle. Cricket les regarda. « Tu peux venir avec nous, dit papa. » Chapitre 8. Chez mamie. « Soyez les bienvenus, dit-elle. Puis, quel adorable petit âne !» Papa eut un sourire amer. Papy mena Grison dans le verger où se trouvait déjà Belle, la vieille jument. Il lui enleva sa corde, son collier, et lui donna une petite tape. « Cours, lui dit-il. »« Et si elle le tuait ?» cria Benjamin. « Elle est 3 fois plus grande que lui. » Papy se mit à rire. La jument ne semblait vraiment pas cacher des intentions meurtrières. Elle flairait Grison, qui lui rendit la politesse, puis détala comme un fou dans la prairie. Les garçons ne l'avaient jamais vu aussi joyeux. Cela stimula même la vieille Belle qui se mit à trotter un peu. « Voilà ce qui lui manquait, dit Cricket. »« fit Benjamin. « À notre retour, il faudra absolument lui trouver un jardin. La ville est si grande. » Cricket cracha un brin d'herbe et ne dit rien. Benjamin lui fit visiter le voisinage, le ruisseau et les framboisiers, la vache,
la grange et le poulailler. Cricket fut impressionné. Il ramassa des pierres, des racines et des plumes, et on eut un mal fou à le faire rentrer pour le déjeuner. Les heures passaient, et Benjamin se montrait de plus en plus silencieux. Le soir, ils s'assirent tous ensemble sur le banc devant la maison. Le soleil s'inclina derrière la forêt. Une poule à la patte bandée clopina devant eux. Dans la prairie, Belle et Grison dormaient debout. Benjamin fit un souhait. Si seulement les choses pouvaient rester toujours comme en cet instant. Pourquoi ne pouvait-on pas arrêter le temps comme une montre? Pourquoi existait-il des problèmes bien trop lourds pour un enfant? Un peu plus tard, Cricket et lui étaient couchés sous de gros édredons. Pendant un moment, ils entendirent des grandes personnes qui parlaient dehors, tout bas, puis plus rien. « Tu dors ?» demanda Cricket. Benjamin ne répondit pas. Il devait vaincre tout seul ce qui remuait dans sa tête. Alors, il se passa quelque chose d'étrange. Cricket se leva et, sur la pointe des pieds, quitta la chambre. Benjamin attendit un moment, puis le suivit. Il vit Cricket sortir de la maison. Dans l'herbe mouillée, il se mit à courir vers Grison. « Est-ce que je rêve ?» se demanda Benjamin. Il se frotta les yeux. De son bras, Cricket entoura le cou de Grison et lui parla. « Bonne chance, dit-il. Je suis sûr qu'il va te laisser ici. Parce qu'il t'aime beaucoup, tu sais. » Lorsque Cricket fut parti, Benjamin dit adieu à son petit âne. Il ne prononça pas une seule parole, mais il caressa longuement, longuement, la douce fourrure grise et des larmes salées roulèrent jusqu'à ses lèvres. Cricket ronflait quand Benjamin regagna enfin son lit. Il pensa encore longtemps, mais il finit certainement par s'endormir, puisque sa grand-mère le réveilla, et on était demain. Maintenant, il fallait leur parler. Il se sentait comme lorsqu'on s'apprête à plonger d'un tremplin très haut dans l'eau froide. Y arriverait-il? « Cela nous ferait plaisir de garder Grison ici, » lui répondirent les grands-parents. « Il ne sera pas seul avec Belle. » À la maison, il n'était pas seul avec moi, pensa Benjamin. Ils font comme si ça n'existait pas. Il pensa soudain que peut-être Grison ne tenait pas à lui autant qu'il se l'était imaginé. Maman caressa les cheveux de son garçon, et tout le monde se conduisit doucement avec lui, comme s'il était fragile. Ils partirent. Au début, on put encore voir Grison, puis il resta tout là-bas. Grison et Belle, la maison et le village. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. À un moment, Cricket donna un bonbon à Benjamin. « Demain, murmura-t-il, nous continuerons à construire notre auto-tandem. » Benjamin acquiesça. À la maison, on trouva une lettre dans la boîte. Maman l'ouvrit et elle se mit à rire, mais à rire. « Écoutez, dit-elle, et elle lut. « Ma chère petite sœur, mon cher beau-frère et mon cher Benjamin, je suis sûre que votre âne vous apporte beaucoup de joie, mais il se sent sûrement très seul. Aussi, j'offre un deuxième âne à Benjamin. On doit me l'amener dans une quinzaine de jours, et je vous l'enverrai aussitôt. Je vous embrasse tous très tendrement, votre Jean. » Ils se regardèrent tous, puis éclatèrent de rire. Papa se reprit le premier. Il saisit le téléphone, forma un numéro et dicta un télégramme. Prière de ne pas envoyer d'âne. Un âne, ça suffit. Affectueuse pensée, les Fabres.